Ça va le Zénith? Est-ce que ça rock ce soir? Est-ce que ça rock ce soir? Oh yeah! Monsieur et Madame The Blues ont une fille. Monsieur et Madame The Blues ont une fille. Agathe. Agathe The Blues. Oh yeah. I got the blues. Super formateur. Les trois petits cochons. Le grand méchant loup. I got the blues. Le super formateur. Les trois petits cochons. Le grand méchant loup. Oh yeah. Oh yeah! À vous le Zénith! I got the blues. Super formateur. Les trois petits cochons. Le grand méchant loup. Oh yeah! Je suis super formateur depuis 2007 pour les collectivités territoriales. J'interviens pour le Centre national de la formation publique territoriale sur, on va dire, le Grand Ouest de la France. Alors, je dispense des formations sur la réglementation thermique et comment passer des textes de loi à l'éco-construction, comment construire des bâtiments à basse consommation écologique. Et puis, j'interviens aussi sur la rénovation énergétique des bâtiments publics et enfin sur la découverte des écomatériaux. Mais moi, mon rêve, ça aurait été d'être une rockstar. Et ça, je sais d'où ça me vient. Je sais d'où ça me vient. Ça vient du Noël de mes 13 ans. Au Noël de mes 13 ans, mes parents m'avaient offert mon premier poste CD. Et ce qui est sorti de ce premier poste CD, ça faisait à peu près ça. Oh yeah! Led Zeppelin numéro 2, All Lot I Love. Ça, vous voyez, c'est ça, ça m'a fait sauter le cérumen. C'est ça qui m'a donné, moi, l'envie d'être une rockstar. Bon, du coup, je suis obligé de faire des conférences sur la rénovation pour vivre. Moi, j'aurais aimé, je sais pas, parcourir le monde, quoi, faire du blues. Ce qui m'a donné cette passion-là, c'est mon premier concert aussi à l'âge de 14 ans. J'ai été le voir Alvin Lee. Le guitariste des 10 Years After. Lui, il a joué à Woodstock, quoi. Alvin, il mettait toujours des petits Peace and Love sur sa guitare. Il jouait sur une guitare à peu près comme ça. Et quand j'ai rencontré Alvin, à l'âge de 14 ans, ça faisait à peu près ça. Oh yeah. Mais moi, mon plus grand rêve, ça aurait été guitariste de blues rock. Comme ma star, mon idole, Rory Gallagher. Qui connaît Rory Gallagher? Non mais levez la main, c'est quand même... Vraiment?
Qui connaît Jimi Hendrix? Il y a des timides ou des gens quand même? Jimi Hendrix. Ouais. Et vous savez, une fois, dans une interview, un journaliste a posé la question à Jimi Hendrix, ça vous fait quoi d'être le meilleur guitariste du monde? Et vous savez ce qu'il a répondu? Allez demander à Rory Gallagher. Moi, ce que j'aime chez Rory, c'est sa guitare d'abord. Il a joué toute sa carrière avec la même guitare, une vieille Fender Stratocaster 1961 complètement délavée, avec un micro complètement défectueux. Comme quoi, on peut être une rockstar avec un micro complètement défectueux et faire du blues rock, quoi. Moi, c'est ça que j'adore chez Rory. Et puis, vous voyez, dans ma jeunesse, une fois, je me suis dit, mais je vais me lancer dans la guitare, quoi. Je vais être une vraie rockstar, au lieu de faire des conférences sur la rénovation. Et du coup, j'avais troqué un vieux vélo contre ma première guitare. Ouais. C'est ça qui m'a vraiment mis le blues. Déjà, c'était une guitare de droitier. Je suis gaucher. Et puis, c'était une toute petite guitare acoustique, quoi. À cette époque-là, on jouait à des trucs un peu comme ça. Ou tididi, tididi, tididi. Ah oui, parce que vous allez vite comprendre en fait que je joue que des intros et des riffs de blues. Je sais faire que ça, quoi. Oui, j'apprends en autodidacte, quoi. Bon, en fait, assez vite, j'ai déprimé. J'ai déprimé. Et puis j'ai arrêté la guitare, quoi, à 17 ans, quoi. Par contre, j'ai continué à casser les oreilles à mes parents. Je me suis mis au djembé. Et puis assez rapidement, j'ai abandonné la musique pour la jonglerie. Alors maintenant, je parcours la France en faisant des conférences et puis en jonglant, quoi. C'est mes deux métiers. Je suis super formateur, oh yeah, et jongleur, quoi. Ça va toujours le Zénith ou? Vous êtes là? Vous êtes présents? Vous vous demandez un peu à quoi vous allez assister, hein? Ouais, je le vois dans vos yeux. En fait, c'est une conférence un peu spéciale. C'est une conférence gesticulée. Mesdames, je vois des regards un peu de maçon, là. Je sens ça, des regards un peu lubriques. Vous vous dites gesticuler. Non, je vais pas. C'est pas les Chippendales ce soir, hein. Non, on dit qu'une conférence gesticulée, c'est le mélange entre les savoirs chauds et les savoirs froids. Et les savoirs chauds, c'est un peu ce que j'ai commencé à vous livrer. C'est moi, ma vie, pourquoi je suis là, et ce que j'aurais aimé être, quoi. Et puis, les savoirs froids, c'est le gros sujet technique, hein, la rénovation écologique des bâtiments. Là, vous vous dites, un mardi soir. Au Zénith. On est venu assister à une conférence un peu tiédasse, quoi. Ouais. Eh ben non, parce que imaginez, quand on mélange des masses d'air chaude avec des masses d'air froide, entre les deux, ça crée un orage. Et ça va bien être le but ce soir, de créer un orage. Vous êtes prêts, ça rock ou bien? Oui. Ok. Vous la connaissez, vous l'histoire, les trois petits cochons? Vous vous rappelez? Mais si, celle qu'on a tous en tête, où les trois petits cochons, finalement, ils habitent tous dans la même maison, et puis le grand méchant loup, et il est monté par la toiture. Mais vous savez très bien que le maçon, c'est le métier le plus intelligent du bâtiment. Et le maçon, il a fait bouillir une grosse marmite d'eau. Et le loup, il est passé par la cheminée, et puis il est tombé dans la marmite, et puis il est parti comme ça en faisant... Ouh. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Ouais. Alors, vous vous rappelez, hein, les trois petits cochons, après cette histoire-là, vivent paisibles dans leur belle maison. Alors, le cochon maçon, lui, depuis toutes ces années où vous n'avez plus trop entendu parler d'eux, lui, il bosse en 3-8 dans une usine de chez Lafarge. Hein, il produit du ciment. Celui qui avait construit sa petite maison en bois, lui, maintenant, il travaille dans une société anonyme à participation ouvrière. Construction, bois, cochon. Cochon, bois, construction. Ouais.
Alors, bah, cette année, il est sur les chantiers. Hein, il travaille, il pose du bardage. Mais l'année dernière, il dirigeait l'entreprise. Ouais, parce que dans une société anonyme à participation ouvrière, on tire au sort les différents postes et ça tourne tous les ans. Et puis, bah, vous imaginez bien que le petit cochon qui avait construit sa maison en paille, bah, lui, il s'est lancé dans la permaculture. Il cultive des légumes toute l'année pour nourrir ses 2 frères. Mais une grande crise énergétique guette. On a pu lire dans le journal du Loup que la Russie allait arrêter ses exportations de gaz. Et puis sur l'OUF1, on voit des reportages qu'il y a des émeutes dans les pays du Golfe. Alors, les 3 petits cochons, comme leur a conseillé un de leurs voisins qui travaille chez Point Loup, ils vont devoir isoler leur maison. Petit cochon, laissez-moi entrer dans votre maison. C'est qui? Je suis le fils de Loup Catelon et mon père dirige Louchamp. C'est qui? Mon frère gère Saint-Maclou. Mais je le reconnais, lui, c'est le loup Merlin. Je sais pas ce qu'il nous veut. Oui, vous voulez quoi? Oui, j'ai plein de solutions pour vous. Non, faut pas l'écouter. Nous, on nous fournit dans des coopératives. Non mais les frérots, pourquoi vous êtes aussi intransigeants? Moi, j'aimerais bien entendre ce que Monsieur Merlin a à nous raconter. Et puis d'ailleurs, je suis chez moi. Monsieur Merlin, vous pouvez rentrer. Enfin, un cochon raisonnable. Comme vous l'avez entendu, il y a urgence dans la porcherie, hein. Une grande crise énergétique guette. Alors, moi, je vous ai amené le catalogue Isolou de chez Saint-Golou Distribution avec plein de produits 100% bio et local. Ouais, mais vous pensez pas qu'en pleine crise énergétique, utiliser des matériaux à base de pétrole... Non, mais écoutez, c'est plein de bonnes solutions. Oui, alors moi, j'avais pensé installer une pompe à chaleur RR. Ah oui, alors ça, c'est une très bonne solution. D'ailleurs, j'ai un scoop pour vous. Lourano, ex-Loureva, vient de racheter une belle mine au Niger. Alors, je peux vous dire qu'en France, de l'électricité, il y en aura toujours et tout le temps. Oui, mais vous pensez pas qu'au début, on devrait quand même faire de la sobriété? Oui, puis après, on pourrait isoler par l'extérieur, peut-être, en mettant un bardage bois, puis de la laine de bois. Comment ça? Non, mais moi, j'ai de la laine de loup pour vous. J'ai plein de bons produits. Et puis, écoutez, moi je vous propose aussi la carte Cro-Blanc, hein, la carte fidélité de chez Loup Merlin. Et grâce à ça, vous aurez plein, mais vraiment plein d'avantages, quoi. Et puis allez, je me lâche complètement pour vous, je me lâche, ouais. Je vous propose l'isolation de votre maison pour 1 euro. Oh, mais ça, c'est super, je signe où? Non, mais attends, frérot, attends, parce que faut peut-être aller regarder ailleurs, puis on pourrait peut-être aller voir chez Castoralou. Comment ça, chez Castoralou? C'est du non, vous voulez aller à la concurrence? Non, mais, oui, alors, monsieur Merlin, excusez-nous, mais, oui, on va peut-être aller comparer les prix, puis on vous rappelle. Comment ça? Vous faites pas confiance à un digne représentant de la famille Loulier? Non, mais c'est une honte. Alors, je reviendrai. Oh yeah. Les 3 petits cochons, face à cette situation, se retrouvent un peu démunis. Ouais, alors moi, frérot, j'ai pas tout bien compris parce que le polystyrène, ça a pas l'air... oui, mais en fait, faut peut-être aller regarder un peu ailleurs. Moi, je suis complètement perdu. J'avais compris que l'isolation à 1 euro, c'était un truc super. Les frérots, j'ai une idée. On pourrait peut-être demander à Super Formateur. Oh ouais. Appelons Super Formateur. C'est qui? Super Formateur, I got the blues. Oh yeah! Bonjour les petits cochons! J'espère que ça va bien. J'ai bien reçu via l'email, via le Google, votre
votre courrier me demandant du coup d'essayer de répondre à vos questions pour comment on va isoler votre belle petite maison en briques. Alors, excusez-moi, cher petit cochon maçon, je me suis permis d'inviter quelques personnes. J'espère que ça ne vous dérange pas. Oh non, non, bon, écoutez, bienvenue chez moi. J'espère que vous allez apprendre des choses. Alors, pour commencer, cher petit cochon, est-ce que vous avez reçu mon Paperama via l'Outernet? Ouais, super formateur, on a tout bien installé. Ah bah, alors du coup, on va pouvoir commencer alors. Alors, cher petit cochon, ce qu'il faut comprendre, c'est comment est réparti le parc en France. Hein. C'est le point de départ. Essayez de comprendre un petit peu où il va falloir agir. Alors, en France, il y a à peu près un tiers de la construction, c'est des maisons individuelles, un petit peu plus. Et puis, un petit peu moins d'un tiers, c'est des logements collectifs. Et puis, vraiment, un tiers des bâtiments en France, c'est des bâtiments dits tertiaires. Oh bah ça, c'est bien, c'est un peu comme nous. Un tiers, tout comme 3, quoi. Ah oui, tu vois, alors il y en a un qui est un peu plus gros, comme lui, un peu plus maigre, comme lui, puis un à peu près comme toi, quoi, normal. Oh, mais c'est super, ça. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a plusieurs phases de construction en France. Pour les professionnels, on appelle ça un contreventement. Du coup, il y a tous les bâtiments construits avant 1948. Alors là, je vais essentiellement vous parler du résidentiel. Avant 1948, en France, il y a à peu près, on va dire, la moitié des bâtiments qui sont construits. Alors là, on a vraiment tout. On a du bâtiment ancien, alors construit en terre, en pierre, en bois, en mélange avec des matériaux locaux, hein, du chanvre, de la paille, vraiment des vieux matériaux. Et puis après, on a aussi tout ce qui est de la première révolution industrielle, hein, de la brique, du parpaing de mâche-fer aussi dans certains endroits. Alors ici peut-être moins, mais moi là je reviens du nord de la France et puis de l'est de la France. Je peux vous dire que là-bas le mâche-fer ils connaissent quoi. Hein, c'est du reste de sidérurgie là, de déchets hein, finalement qu'on mélange avec du ciment. Et puis bah, après, la deuxième étape, c'est les bâtiments construits avant 1974. Alors il faut imaginer qu'en gros, à la sortie de la guerre, et puis jusqu'à 1974, il y a à peu près un quart des bâtiments qui ont été construits. Ah mais pourquoi 1974, super formateur? Bah, tu vois, regarde, 1974, c'est la sortie de Irish Tour 74 de Rory Gallagher. Certainement son meilleur live, c'est pour ça que... Non mais tu te moques de moi? Mais c'est mon live préféré. Oui mais c'est pas... Non bah c'est... Oui d'accord, bon, c'était une blague, mais Irish Tour quand même, c'est un vrai bon live. Et du coup, non, 1974, vous savez, en France, en 1973, on n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées. Alors, bah, du coup, on a fait la première réglementation thermique. Moi, en tant que Manu, citoyen, moi je me suis posé la question quand même en me disant mais pourquoi on a attendu 40 ans pour sortir la fameuse réglementation thermique 2012 qui régit en fait les bâtiments neufs en bâtiments à basse consommation. Alors qu'en 1974, on avait des thermiciens, on avait déjà les produits, on savait qu'on aurait pu isoler déjà fortement les bâtiments et qu'on ne serait pas... Il n'y aurait pas urgence dans la porcherie à l'heure actuelle. Alors moi, je me suis dit, en tant que citoyen, j'ai réfléchi bêtement, je me suis dit, en fait, on n'a pas isolé les bâtiments un petit peu et puis un petit peu au fur et à mesure hein, des années. C'était pour continuer à dissiper l'énergie nucléaire ou à continuer à financer Total ou... Pardon, excusez-moi, je dérape de temps en temps, c'est le blues, ça me... Bon, cher petit cochon, excuse-moi, ce qui fait que d'avoir attendu 40 ans pour faire des vrais bâtiments à basse consommation, l'état du parc, il ressemble à peu près à ça. En gros, 86% des bâtiments en France sont classés après la lettre C.
Vous savez, dans les diagnostics de performance énergétique, ça on le retrouve sur les frigos, hein. On le retrouve aussi pour les maisons, c'est d'ailleurs obligatoire. Non mais pourquoi tu as pris la classe C super formateur C'est bien, tu poses des questions, mais je vais le dire, hein, parce que je te sens un peu remonté, quoi. Ouais, mais moi, je veux tout savoir tout de suite maintenant. Bah, je comprends bien, mais arrête de sniffer du ciment comme ça. C'est un peu speed, quoi. Alors, j'ai pris la classe C volontairement parce qu'en France, il faut quand même savoir qu'il y a aussi une réglementation thermique sur la rénovation. Ouais. Bon, elle date de 2005. On est bientôt en 2020. Donc, il faudrait vraiment la dépoussiérer. Mais, rattaché à cette réglementation thermique, il y a des labels de performance énergétique. Alors, la classe C correspond en gros au label Haute Performance Énergétique Rénovation 2009, qui correspond en gros à 150 kWh par mètre carré et par an. Bon, j'aurais pu prendre la classe B. Hein. La classe B, elle correspond au label BBC, Bâtiment à basse consommation Rénovation 2009. Donc, si vous avez à rénover à l'heure actuelle, vous n'arrêtez pas simplement à la RT 2005. Dans l'existant. Et d'ailleurs, quand même, ce qui est très drôle, c'est que des fois, les régions ou en tout cas des aides de l'État arrivent, hein, les crédits d'impôt ou autres, vous financent à hauteur d'une certaine résistance thermique, par exemple. La résistance thermique des financements, elle est vraiment largement au-dessus que ce que nous impose la réglementation, quoi. Et même, si on suivait simplement la réglementation thermique 2005, ça s'appellerait « tuer le gisement d'économie d'énergie ». Ouais. En fait, quand vous venez isoler, si vous n'en mettez pas assez, ça va vous coûter à peu près aussi cher que d'en mettre le double. Hein, il faut savoir que quand on double l'épaisseur d'un isolant, ça coûte à peu près 20% plus cher. Parce que ce qui coûte cher, c'est la main-d'œuvre et puis la logistique. Hein. Des fois, il y a besoin d'un échafaudage, il y a besoin de faire des allers-retours en camion. Donc, ce qui coûte cher, c'est ça et pas la matière. Alors, quand vous avez mis très peu d'isolant, bah, finalement, vous allez faire peu d'économies d'énergie, vous aurez investi quasiment tout votre budget et vous ne pourrez pas vraiment y revenir. Ouais. Super formateur, on a vu sur Faceloo que tu t'étais mis à la guitare. Bah ouais, les petits cochons, vous êtes connectés, dis donc. Bah oui. En fait, à 34 ans, j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai voulu enlever cette frustration. Cette frustration de ne pas pouvoir devenir une rockstar. Alors, je me suis relancé dans la guitare. Et puis, j'ai acheté ma première guitare. Une guitare folk, hein, une gauchère, une vraie pour une fois. Et puis, assez rapidement, je me suis acheté une vraie Fender Stratocaster. Et puis, dernièrement, j'ai acheté celle-là. D'ailleurs, vous savez à quoi est utilisé le cerveau d'un guitariste? Alors, à peu près 5% de son cerveau est utilisé pour jouer. Exemple. Bon, vous allez vite comprendre. Vous voyez, pour jouer du blues, par exemple, de base, hein, c'est... je vais ressortir le Mediator, j'en ai un autre là. Le blues de base, c'est ça. Et au pire, après, tu vois, tu descends. Donc 5% du temps de cerveau du guitariste, c'est pour jouer. Il y a à peu près 5% de son temps de cerveau qui sert, qui pense à la nouvelle guitare qu'il vient d'acheter. Ouais. Et il y a 90% de son temps de cerveau qui pense à la future guitare qu'il va acheter. Ce qui fait que, vous savez, c'est quoi un guitariste riche? Hein? Non. Un guitariste riche, c'est un guitariste qui a revendu toutes ses guitares et tout son matériel. Ouais. Non. Moi, quand j'ai commencé la guitare, je m'y suis mis en autodidacte. Alors, j'ai cherché des tutoriels, j'ai essayé de trouver des tablatures pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait le blues. Alors, du coup,
moi, je me fais des petits kiffs, quoi, tu vois, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, et puis je cherche pas à jouer des morceaux en entier. Alors, je vais ôter votre frustration tout de suite. Ce soir, il n'y aura pas un morceau entier, hein. Et il n'y aura que des intros. Et un jour, il y a un copain qui vient à la maison, et je lui dis, bah voilà, regarde ma super nouvelle guitare. Puis je commence à jouer, quoi. Je lui fais des petits trucs, et puis il me dit, non, mais toi, t'es comme ma copine, tu sais jouer que des intros, quoi. Je lui dis, bah ouais, mais bon, moi, c'est ça qui m'intéresse, quoi. Tu vois, moi, j'aime bien faire des petits trucs, là, tu vois, là, j'aime bien ça, quoi. Moi, ça me suffit, en fait. C'est pour ça que je crois que je finirai jamais comme une vraie rockstar. Par contre, vous connaissez, vous, la différence entre un guitariste de jazz et un guitariste de rock? Le guitariste de jazz, c'est pour ça que j'en ferai jamais, il joue 4000 accords devant 4 personnes. Et un guitariste de rock, il joue 4 accords devant 4000 personnes. Regarde. Il y a pire, hein. Deux accords. Il y a aussi... tu vois, et avec ça, tu fais des tubes, tu tournes dans le monde. Super formateur, tu lui casses les oreilles avec le blues. Moi, j'écoute que de la musique classique comme Wolfgang. Parle pas des loups comme ça, il va revenir. Non, mais comme, oui, par contre, si je te conseillais un guitariste de blues, si tu veux quitter le classique, il s'appelait Howling Wolf, et il chantait I got the blues. Ouais, mais moi je veux tout savoir sur ce que je dois faire sur ma maison. Oui, bah ok, mais en fait, tu sais, dans la vie, il ne faut pas penser qu'à travailler, qu'à tout ça, vouloir savoir. Il faut aussi s'amuser un petit peu, tu vois. Un petit peu de sobriété heureuse dans ta vie, ça te ferait du bien, quoi. Ok, on continue. Super formateur. Oh yeah. Bon, alors pour continuer, alors je vais invoquer Rory Gallagher. Rory, doutait, fais en sorte que le vent se calme. Merci Rory. Alors, cher petit cochon, c'est pour bien comprendre où, avant toute chose, quand on doit isoler, hein, on doit faire un peu une petite étude et tout pour savoir où sort l'énergie. Ah, moi je sais, super formateur, c'est le toit. Calme-toi. Oui, alors, c'est le toit, mais en fait, t'as raison, mais pas tout le temps. Alors, est-ce que je peux t'expliquer un petit peu? Ouais, bah, je veux bien, mais vite alors. Oui, mais... Alors, notre petit cochon, il a raison. Dans une maison, le plus gros poste de déperdition, c'est la toiture. Hein, par convection naturelle, c'est la surface qui sort le plus vite. Par contre, plus on va ajouter d'étages, moins ça va être vrai. Hein, sur un immeuble, on estime à peu près à 10% les déperditions par la toiture. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas isoler la toiture. Dans l'idée, il faut isoler la toiture aussi pour que cet étage-là, voire celui-là, en profite. Après, on a un autre enjeu, c'est le sol. C'est assez compliqué le sol, parce que ça va dépendre si vous êtes sur vide sanitaire, si vous êtes sur sous-sol, sur terre-plein, donc c'est toujours très délicat. D'ailleurs, quand vous êtes sur terre-plein, c'est très difficile d'isoler, parce qu'il faudrait isoler sur le sol déjà existant, c'est-à-dire qu'il faudrait remonter toutes les portes, potentiellement remonter toutes les fenêtres. Alors vous voyez que souvent, c'est un poste qu'on met un peu à l'écart. Alors quand vous avez un sous-sol, là on peut isoler au plafond du sous-sol, ça permettrait d'améliorer la thermique, quoi. Et puis bien souvent, après, dans les immeubles, il y a d'autres postes, hein, c'est les ponts thermiques aussi. Les ponts thermiques, c'est des endroits où la chaleur va venir se faufiler et partir réchauffer l'atmosphère. Et les deux autres gros enjeux, c'est les fenêtres et le mur, les parois verticales. Ah ouais, mais super formateur, écoute, si par exemple on a un bâtiment tout vitré, c'est les vitres qu'il faut changer. Et toi, pour un maçon, t'es plutôt malin. Et il a raison. Tout ça, c'est des histoires de proportion. C'est-à-dire que vous imaginez souvent les bâtiments administratifs, ils peuvent être assez vitrés.
Là, l'enjeu, ce serait d'améliorer les vitrages. Voire dans certains cas, de se dire, en fait, à une époque, on faisait beaucoup de bâtiments très vitrés et il faudrait peut-être revenir à des bâtiments un petit peu plus opacifiés. Ça pourrait être une des solutions. Donc, tout ça, en fait, il va falloir derrière peut-être estimer où sont les déperditions. Alors, là, bien souvent, on vous fait croire que c'est un truc de pur thermicien, de voilà, un enjeu, il n'y a que les intellos qui peuvent faire et tout. Non. Bon. Alors, c'est souvent une histoire d'addition, de division. Il y en a, je vais vous faire un peu grincer le cerveau. Vous vous rappelez la loi d'Ohm? Vous vous rappelez, hein? Ça vous plonge dans la 4e et tout. Bon, alors, ceux qui n'ont pas envie de faire des calculs, moi, je vous ai mis un petit site internet sur notre site Louternet à nous, la compagnie des frères Lepropre. C'est un petit site allemand, il s'appelle Ubacus, et vous pouvez rentrer, composer vos parois, et vous calculez la résistance thermique, et puis après, vous composez votre bâtiment, et il vous dit où sont les déperditions. Bon, ça, c'est pour ceux qui ont envie de bidouiller. Sinon, vous pouvez aller voir, par exemple, les espaces info-énergie, ou des conseillers. Alors, je sais qu'il y a des ADIL dans votre coin, par exemple, qui, eux, peuvent plus ou moins vous faire un pré-diagnostic. Ou enfin, vous pouvez appeler un thermicien qui vous fera un vrai audit énergétique. J'insiste bien sur le fait d'un vrai audit énergétique. Souvent, ça ne coûte pas 300 €, ça en coûte plutôt 600. Et en fait, un vrai thermicien, normalement, il se déplace chez vous aussi. Il ne fait pas ça au téléphone, quoi, hein, comme les diagnostics de performance énergétique à une époque. Et là, il va peut-être monter dans les comptes, voir s'il y a vraiment bien de l'isolant et tout. Il va bien étudier. Et l'idée de faire une vraie étude thermique, ça va être d'essayer de trouver un petit peu l'optimum par rapport à vos travaux. Un optimum entre finance et économie d'énergie. Ça, c'est si vous avez un budget limité. Après, si vraiment vous avez des ronds, quoi, vous pouvez aller investir au max et faire de la rénovation passive et puis mettre des panneaux solaires et puis voilà, être 100% autonome. Moi, mais ce n'est pas les mêmes financements, quoi. Petit cochon, petit cochon! C'est qui? Je suis le fils de Louabri et le grand frère de Kiloutou. Oui, alors, excusez-moi, les petits cochons, mais super formateur, je me permets de rentrer. Je voulais savoir si dans le public, il y avait des gens qui avaient la carte Cro-Blanc. La carte fidélité de chez Lou Merlin. Faut pas avoir honte, hein. Peut-être vous l'avez, hein. Est-ce qu'il y a des gens qui ont peut-être la carte de chez Castoralou? Comment ça? Comment ils oseraient? Ou de chez Lou Dépôt, hein. Est-ce qu'il y a des gens qui ont les cartes? Faut pas avoir honte, voilà, monsieur, n'ayez pas honte, quoi. Même moi, hein. Comment ça, vous? Oui, monsieur Merlin, moi, à une époque, j'allais beaucoup chez vous, chez Lou Merlin. Alors maintenant, excusez-moi, monsieur Merlin, mais je vais plutôt chez monsieur Bricolou parce que c'est plus... Comment ça? Oui, c'est plus près de chez moi. Oui, mais... En fait, j'ai plein de copains qui rénovent en ce moment et ils ont tous leur carte Cro-Blanc. Alors dans un des magasins ou dans un autre, hein, mais en fait quand on est un particulier, ou qu'on n'a pas les moyens vraiment de toujours passer par un artisan, on est bien obligé d'aller dans une grande surface de bricolage. Et d'ailleurs, moi à chaque fois que je vais dans une grande surface de bricolage, j'ai un toc. Mon toc, c'est les embouts de visseuse. Vous savez les embouts de visseuse, vous savez la boîte de 25 là, qui vaut 5 €, qui est en tête de gondole là, comme les chewing-gums. Mais moi quand je vois ça, il y a une époque, je ne pouvais pas sortir de chez Lou Merlin sans acheter des embouts. Ben oui. Et puis après quand même, tu te rends compte que quand tu as une boîte d'embouts de 25, il n'y en a qu'un qui sert. Et en plus, il sert une fois. Et parce que c'est de l'acier de mauvaise qualité ou une vis de mauvaise qualité. En plus, tu as la mauvaise... T'as craqué pour la visseuse à 25 €, du coup tu mets une vis une fois. Parce que soit tu as cassé l'embout, soit tu as cassé la visseuse, hein, ou elle est déjà déchargée au bout d'une vis, soit tu as éclaté la tête de vis. Et puis en fait, ça vous parle à tous, hein, je pense qu'à un moment vous avez tous acheté une visseuse à 25 €. Hein. D'ailleurs hier, c'est assez rigolo, j'ai été visiter la maison Feuillette à Montargis
Et puis avec Mickey, là, il m'a trop fait rire, il a fait une mayonnaise. Il avait une vieille visseuse comme ça à 20 €. Et puis il était avec sa visseuse pour faire batteur. Donc au cas où, hein, si vraiment vous n'arrivez plus à mettre des vis, vous pouvez toujours faire de la mayo, quoi. Hein. Bon. Comment? Ouais, voilà, ouais. Et du coup, en fait, je me suis posé une question, moi, à force d'aller dans les grandes surfaces de bricolage, je me suis dit, bah, en fait, ça se trouve, c'est une seule et même boîte. Une seule et même entreprise, quoi. J'ai comme l'impression de m'être jeté contre le groin d'un cochon. Oui, j'y arrive. En fait, j'ai été regarder un petit peu ce qui se passait sur les grandes surfaces de bricolage pour comprendre qui détenait le marché. Alors, je me suis trompé. Ce n'est pas une seule et même boîte, ils sont 4. Bon, ils sont 5. Il y a Loup Clair aussi, mais c'est trop petit. Alors, ceux qui dominent le marché, c'est la famille Mullier, hein, avec Loup Merlin. Vous connaissez Loup Merlin, bien sûr. Avec Loup d'Homme. Et puis, Bricorama aussi. Hein. Et après, il y a Kingfisher. Alors, Kingfisher, il y en a peut-être, ils connaissent parce qu'ils font de la bière aussi. C'est une bière indienne. En fait, c'est une grosse multinationale. Et en fait, eux, ils ont Castoralou et Loup Dépôt. En fait, si tu vas chez Castoralou ou si tu vas chez Loup Dépôt, tu donnes tes sous à la même personne. Et après, alors par contre, j'étais très surpris parce qu'il y a Loup Marché. Loup Marché ou Interloup, hein, ils ont Brico Marché, Brico Cash et Bricorama. Et il y a un jour, quand j'ai compris ça, je me suis projeté. En fait, quand je vais donner des formations à Vannes, au Centre national de la formation publique territoriale de la délégation de Bretagne, là à Vannes, il y a un endroit où je passe, il y a un rond-point, et puis il y a un Intermarché et un Brico-Cash. Je n'avais jamais vu de Brico-Cash. Je comprends mieux, Brico-Cash appartient à Intermarché. Et puis du coup, et puis après, il y a Monsieur Bricolou. Ouais. Voilà. Alors bon, Monsieur Merlin, vous voyez bien que vous et votre famille, vous êtes quand même les maîtres, quoi. Oui, on voit bien. Je me suis intéressé, vous n'êtes pas quand même sans savoir, vous monsieur Merlin, que vous et votre famille, la famille Mullier, vos 700 cousins, vous êtes la 5e fortune de France. Et puis, il y a un livre là qui est sorti qui dit qu'en gros, il y a 10% de l'argent des ménages des Français qui tombe dans vos poches. Vous n'êtes pas quand même sans savoir ça, monsieur Merlin. Oui, mais bon, nous, on crée de l'emploi. Oui, c'est pas tant sûr que ça non plus. Et puis, du coup, voilà, bon, je continue. Non, c'est bon, ça me donne des allégations proférées. Vous êtes certainement fait laver le cerveau par les journaleux de la porcherie écologique. Peut-être pas complètement, monsieur Merlin. Oui, alors bon. Non mais c'est une honte, tout ce que... Ah! Oui, mais moi, monsieur Merlin, à la limite, ce que je vous conseille, c'est peut-être d'aller voir le spécial investigation qui s'appelle Une famille en or. Oui, alors, ils vont encore dire que nous, on ne paye pas d'impôts. Oui, si, en fait, vous payez des impôts, mais à l'État belge, hein, parce que, voilà. Et puis, oui, par exemple, Gérard Mullier, hein, qui détient Louabi, il paye 154 € d'impôts à l'État belge, hein, alors qu'il gagne 1 milliard. Des allégations, hein! I'll be back! Oh yeah! Moi et mon frérot, ça nous fout un peu le blues, tout ça. Ouais, c'est la vie, quoi. Ouais, moi, je m'en fiche de tout ça. De toute façon, moi, je travaille dans une usine de chez Loufarge. Tu devrais peut-être pas trop la ramener, toi. Tu sais, Loufarge, tu sais, quand tu as financé l'ITAI Sloumik et puis qu'en ce moment, tu construis un mur pour Donald, là. Oui, Donald, pas le canard, celui qui a un renard sur la tête, là. Alors là, ramène pas trop. Et les petits cochons, parce que si ça vous fout le blues, peut-être ça vous dirait de faire un petit blind test blues. Oh non, moi je veux du classique. Non, mais... Ouais, super formateur, un petit blind test. Et vous? Vous voulez faire un petit blind test blues rock? Ouais? Ça rock ou ouais, vous êtes le Zénith ou quoi? Ouais? Vous voulez vraiment faire un petit blind test? Merci. Non, parce que depuis que je la joue, cette conférence, c'est toujours un peu mon grand moment de solitude. Ouais. Alors, merci le Zénith d'être avec moi. Oh yeah! Ah, bon. Si vous avez répondu oui comme ça, c'est que, vous savez ce que c'est un blind test. Qui ne sait pas ce qu'est un blind test?
Alors, un blind test, l'idée, c'est, à partir de quelques notes ou d'un riff, de retrouver, là, on va dire, vous allez retrouver le nom de la chanson. Mais je sais qu'il y en a qui sont très, 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 très forts. Alors, dès la première note, s'ils trouvent, après, je vais demander le nom de, je sais pas moi, le nom du guitariste, par exemple. Bon, ça va commencer à se compliquer un peu. Je pourrais demander le nom de l'album, le nom du groupe. Attention, l'année. Hein? Moi, j'ai toujours des soucis techniques, c'est pour ça que je ne serai jamais rockstar. Oui. Vous avez déjà vu un vrai guitariste, vous? Il fait pas ça. Hein. Alors, elle se met comment? Ouais. Oh yeah! Bon, la première, j'ai besoin de vous, les petits cochons. Allez, celle-là, on se la fait tous ensemble. Alors, il faudra me dire un peu si c'est trop fort. Il y en a certaines, elles seront trop fortes volontairement, par contre. Parce que ce sera du gros lourd. Comme... Vous voulez participer, monsieur Merlin? Non, moi, je retourne à Néchat, en Belgique. Ok, retourne en Belgique. Ouais. C'est bon, vous êtes prêts? Alors, le principe, vous gueulez si vous connaissez le titre. Hein? Le titre, on a dit. Ouais, alors bon, toi, tu es très fort. Alors, toi, je sens que toi, tu vas toutes les trouver. Bon, déjà, tu vas me donner, donc, tu as donné l'album. Black Album. Et l'année? Ah, c'est pas mal, c'est proche. Il y en a qui connaissent l'année de l'album Black Album de Metallica? Moi, c'est 1991. Ok, c'est bon, vous êtes chaud? Vous avez vu, il y en a, ils sont très forts. Hein. Faut pas trop les laisser jouer parce qu'ils vont vous plumer. Bon. Pas trop fort, ça va? C'est bon? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, les petits cochons? Ça, c'est un bon gros vieux moment de solitude. Alors, peut-être que vous la connaissez parce qu'elle est dans un film. Ouais, les Blues Brothers. Ça vous parle? C'est la deuxième chanson des Blues Brothers. À un moment, ils sont dans leur voiture, comme ça, tu sais, ils ont les lunettes noires, ils conduisent leur voiture, et puis ça fait... Il n'y a personne qui connaît le titre? Ouais, Peter Guntem, très fort, très très fort. Et alors, du coup, si vous connaissez le titre, vous connaissez le compositeur. Alors, le compositeur, il a composé une chanson que vous connaissez tous. C'est un animal rose. La panthère rose, ouais. Il s'appelle Henry Mancini. Alors, le Peter Guntem était une vieille série des années 60. Alors, peut-être qu'il y a quelques personnes qui ont des cheveux blancs. Là, vous les avez peut-être... Pardon, excusez-moi. Ouais, vous en voulez une autre ou... Ouais, vous êtes chaud? Alors, je vous fais la... Ouais, fi. Alors, à partir du moment où je fais celle-là... Il y en a qui ont trouvé déjà ou... Celle-là, elle se joue fort, de base. Ils sont forts. Attends, j'y vais, parce que tu m'as stressé. Ouais. En fait, je pensais pas que vous alliez la trouver aussi vite. J'avais même prévu la descente, tu vois. Elle fait... Ouais. Alors bon, on y va. L'album? Ah, tu galères là un peu. Bon, le guitariste, tu le connais? Ouais, il est jeune, quoi.
Et il est encore vivant, ouais. L'album? Non. Ça vous intéresse l'album ou... Non, non, non. Il s'appelle The Razor's Edge. Voilà. Bon, c'est 1990. Une dernière, deux dernières Deux. Ok. Qu'est-ce que j'avais mis derrière ça? Ah, bah oui. Là même, je vais la... Vous avez le droit de jouer les petits cochons aussi. Hein. Celle-là, elle est pour vous. Eyes of the Tiger. Alors, un petit cochon, il l'appelle Eyes of the Pig. Et par contre, vous connaissez tous Eyes of the Tiger, Rocky, tout ça. Qui c'est qui connaît le groupe? C'est des potes à Piero San Giorgio. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est des copains, ils sont survivalistes là. Survivor. Ouais, bien joué. Bon, la dernière. Dernière ou... Une autre? Deux? Une, hein, on avait dit une. Hein. Deux. J'en ai 10 en tout, hein, alors bon. Allez, celle-là, je l'ai jamais fait, je vais voir comment vous réagissez. Alors, rien à voir avec la Coupe du Monde de foot, hein, et tout ça, hein, ok? Hein? Ouais, et la chanson? L'album? Non, l'album, c'est un autre animal. Ouais, voilà. Bon, allez, la dernière pour les aficionados. J'en avais d'autres vachement bien. Vous remarquez que je ne vous ai toujours pas fait de Rory Gallagher. Vous voulez l'intro d'Irish Tour ou... Ouais, bon, ok. En fait, j'ai acheté le recueil d'Irish Tour 74, j'en ai pour toute ma vie. J'arrive même pas à faire les 4 premières notes. Et puis après, ça fait. Rory, on pense à toi. Bon, c'était pas ça, voilà. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi j'ai des belles pattes de rocker? Et en fait, 4 ans, ça fait que 4 ans, c'est des vrais, hein, il y a des gens, ils se demandent si c'est des poustiches et tout. Et en fait, j'ai regardé Irish Tour 74, et là, Rory, il avait des belles pattes triangulaires. Et moi, je me suis dit, mais je veux des belles pattes triangulaires. Ben, en fait, désolé, mais l'impérialisme américain m'a rattrapé, je ressemble plus à Wolverine. Quoi, et j'ai jamais réussi à faire des pattes triangulaires. Bon, voilà, c'était une petite anecdote de vie, mais au moins maintenant vous savez pourquoi j'ai des belles rouflaquettes, et puis vous sentez que quand même j'approche la quarantaine et que j'ai beau parler des cheveux blancs, je vous rattrape. Vous êtes prêts pour la dernière ou quoi? Oh yeah! Toi, tu te tais au bout là. Oh yeah, Smoke on the Water. Bon bah voilà, hein, écoutez, bon, il a tout gagné. En fait, c'est toujours fatigant parce qu'il y a toujours des gens qui partagent ma passion du blues. Parce que quand j'ai joué la première, je l'ai joué devant mes parents, la conférence. Et ils en ont trouvé zéro. Pourtant, il y a mon père, quoi, tu vois, il m'a fait, quoi, il me connaît, il connaît tous mes titres, c'est lui qui m'a tout transmis, quoi. La belle-mère de mon frère, elle fait « Non, mais moi, j'aurais aimé que tu fasses du Michel Delpech. » Ouais, super formateur, on en a marre, là, tu les saoules avec ton blues. Non, je fais pas de la soul, je fais du blues, moi. Ouais, mais moi, je veux tout savoir sur ce que je dois faire sur ma maison. Moi, tu me fatigues. Avec ton blues, tu me casses les oreilles. Ouais, bah ok, c'est bon, quoi. Alors, bon. Quitte à s'énerver, hein, on va en profiter un peu. C'est un peu mon coup de gueule du jour. Vous savez, en ce moment, je reçois à peu près 4 coups de téléphone. Ouais, parce qu'en fait, j'ai pas de portable. J'en ai jamais eu. C'est une autre conférence. Je viens la jouer le 4 octobre. Elle s'appelle Dark Side of Nouvelle Technologie. Je la joue à Orléans. Et en fait, l'isolation à 1 euro. Et ça
Ça me fout les boules parce que moi, je leur réponds, moi, mon isolation, elle me coûte 15 000 euros. Parce qu'en ce moment, on est en train d'isoler mon immeuble. Alors, du coup, l'isolation à 1 euro, on n'en profite pas. Par contre, on a profité des certificats d'économie d'énergie, les fameux C2E. Moi, ça m'énerve. Ça, c'est le principe du pollueur payé. Parce que l'isolation à 1 euro, bah, elle est payée en partie par les grandes entreprises. Hein? Parce que, qu'est-ce qui se passe, en fait, concrètement? Comment ça fonctionne, dans le fond, ce truc-là? Toi, le particulier, là, ou une collectivité territoriale, ou l'État, hein, vous avez le droit d'en revendre aussi, vous rénovez, vous isolez, vous faites donc des économies d'énergie. Jusqu'ici, ça va. Hein, je ne mets pas mon casque, c'est bon, vous comprenez bien ce que je vous dis là. La grande entreprise, vous savez qu'avec des grosses cheminées qui polluent là, elle, avec des vrais euros, elle va vous dire « je vous achète vos économies d'énergie et je dis que c'est moi qui les ai fait ». Comme ça, comme ça, je suis une vraie entreprise verte. Mais la subtilité, parce que c'est quand même des loups, il ne faut pas l'oublier, c'est que chez Louclair, par exemple, ou Castoralou, ils ne vous donnent pas des vrais euros. Ils vous donnent des bons d'achat. Mais ils ne vous donnent pas des bons d'achat Biocop ou chez Enercop. Tu vois, non, ils te donnent des bons d'achat chez eux. Tu as compris le mécanisme du pollueur payé? Ça veut dire que tu fais des économies d'énergie, tu les rachètes, mais en fait, et tu leur redonnes l'argent. Donc en fait, ils ont fait des économies d'énergie pour 0 €. C'est encore mieux. C'est encore mieux, quoi. Ouais. Moi, ça, tu vois, ça me fout les boules, quoi. Ok, c'est bon, c'était mon coup de gueule du jour. Allez, c'est reparti. On y retourne. Oh yeah! Alors bien souvent, quand on parle d'isolation, en rénovation, on s'arrête là. Hein. Ah, on va chercher de la laine de loup, on la met en toiture parce qu'on a compris que c'était par là que c'était déperditif. De temps en temps, on change les fenêtres parce qu'on préfère un meilleur confort. Mais si on veut bien réaliser une vraie isolation, parce que l'enjeu, il est là, il est sur l'isolation. Il faut savoir qu'en gros, dans un bâtiment, en moyenne, un bâtiment existant, 75% de la consommation d'énergie, c'est le chauffage. Parce que dès les premières réglementations thermiques et tous les bâtiments avant, ils n'étaient pas isolés. Donc, pas isolés, tu chauffes l'air extérieur. Donc, quand on isole, il va falloir se poser la question de l'étanchéité à l'air. L'étanchéité à l'air, dans une maison déjà existante, il y a plein de défauts d'étanchéité à l'air. Alors, essentiellement autour des fenêtres et puis au niveau des prises. Et ça fait rentrer de l'air frais ou ça laisse s'échapper l'air chaud. Et du coup, ça vous fait consommer. Donc l'idée, c'est plutôt aussi, dans le même temps de gérer l'étanchéité, l'isolation, de jouer sur l'étanchéité à l'air. Ouais, mais l'étanchéité à l'air, c'est se mettre un sac plastique sur la tête, super formateur, tu vas nous étouffer. Alors, tu n'as pas tort et tu n'as pas complètement raison. L'idée de l'étanchéité à l'air, c'est de rendre la maison donc étanche à l'air, donc d'éviter ces entrées d'air parasites, et derrière, ça pose la question de la ventilation. Alors qu'elle soit naturelle ou mécanique contrôlée, mais en tout cas, ça doit nous poser cette question-là. C'est-à-dire qu'on va devoir ventiler derrière. Alors, dans votre bâtiment avant rénovation, il s'auto-ventilait par ses défauts d'étanchéité à l'air, quand même. Moi, j'appelle ça, vous savez, les fenêtres à mamie, là, dans les vieilles maisons qu'on travaillait, tu mets la main et tu sens l'air partout. Et moi, mes parents, dans les années 90, en fait, ils ont changé leurs fenêtres. Ils sont passés de la fenêtre simple vitrage pour le vrai progrès, la fenêtre simple vitrage en bois, pour un vrai progrès, quoi. Tu vois, la fenêtre PVC double vitrage. Mais en fait, les entrées d'air, elles n'avaient pas été maintenues. Au bout d'un mois, ils faisaient de la culture de champignons, quoi, de la moisissure partout. Oui, parce que à partir du moment où là, tu es bien hermétique, du coup, la quantité de vapeur d'eau qu'on produit, elle vient condenser sur les murs et puis sur le plouco. Vous voyez le plouco? Espèce de plaque de plâtre, là, un peu bizarre, où quand tu elle casse assez vite, là. Vous voyez le plouco? Et du coup, le plouco, c'est quand même un truc super bien, le papier carton sur le plâtre, c'est que c'est un vrai substrat pour cultiver les moisissures, quoi. Et donc, la seule solution qu'ils ont eue, et ils pouvaient le faire, parce que ces petites maisons de Sud-Loire, là, avec des petites toitures en fermette, ils ont mis une ventilation double flux. Et c'est ça qui a réglé le problème. Donc, si vous voulez vraiment avoir une isolation efficace, il faut penser à l'étanchéité à l'air, et qui dit penser à l'étanchéité à l'air, dit ventilation.
Et donc, c'est bien, j'appelle ça le triptyque, hein, c'est que finalement, quand on se pose une question, elle en envoie une autre, qui en renvoie une autre, et c'est bien en ayant fait cette boucle-là que vous arriverez à quelque chose d'efficace. J'ai pris après un exemple pour toi, cher petit cochon, pour illustrer, quoi. Alors, j'ai pris un exemple sur une maison type. Sur une maison type, vous voyez, par exemple, bon, j'ai dit que le plus gros des enjeux, c'était la toiture. Mais ça peut aussi être le chauffage. Le chauffage, moi, j'aime bien dire, on le verra à la fin. Parce que si on rénove, on va baisser nos besoins de chauffage. Donc peut-être qu'on pourrait aussi baisser la puissance de chauffe de la chaudière déjà existante, voire passer aussi sur un autre moyen de chauffe. Un poêle à bois, à bûche. Hein. Voilà. Parce que ça, les bûches, tu en auras toujours un peu, quoi. Alors que le pelet, peut-être un moment, on n'aura plus trop de camions qui rouleront, on n'aura peut-être plus trop de pelets de Pologne, quoi. Je m'écarte des fois du sujet, excusez-moi. Et du coup, l'enjeu là, c'est ça qu'il faut comprendre. La toiture, ce qui est assez intéressant, alors souvent, c'est un investissement qui n'est pas le plus élevé et c'est celui qui peut vous rapporter le plus d'économie d'énergie. C'est la théorie. Hein. Et puis après, les gens, ils aiment bien changer les fenêtres. Alors, ils ne changent pas les fenêtres pour faire des économies d'énergie, ils changent les fenêtres souvent pour du confort. Peut-être vous vous rappelez de passer devant un simple vitrage, il fait froid, quoi. Alors que déjà, un double vitrage, c'est quand même plus confortable. Le débat du triple vitrage, moi quand je suis chez moi, hein, je viens de Nantes, je dis moi le triple vitrage à Nantes ou en tout cas sur la façade ouest, bon au nord en châssis fixe, pourquoi pas. Vous commencez à être dans le centre, vous commencez peut-être à avoir un peu froid l'hiver. Par contre, quand je vais dans l'est, je leur dis ouais triple vitrage, là il peut avoir un vrai intérêt. Mais il va falloir sortir la planche à billets, quoi. Et puis du coup après, il y a les enjeux de la rénovation des murs. Alors bien souvent on essaye de raisonner par bouquet de travaux. Hein, dans l'idéal, on aimerait bien isoler les murs et changer les fenêtres en même temps pour essayer de faire quelque chose qui va limiter après les ponts thermiques ou autres. Ah, mais super formateur, tout ce que tu nous dis là, c'est garanti sur facture ou quoi? Bon, non. On ne peut rien prédire. On ne peut rien prédire sur les économies et sur le retour sur investissement. J'ai un gros problème. J'ai un gros problème toujours. C'est quand on me dit « Oui, mais c'est quoi le retour sur investissement et tout ?» Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Je ne suis pas Elisabeth Tessier, moi, tu vois. Je n'ai pas une boule de cristal. Je ne peux pas voir l'avenir. Alors, par contre, cher petit cochon, excuse-moi, je m'excite un peu. Ces économies-là, elles sont aussi relatives à où tu habites. Hein, si tu habites à Marseille, à Lille ou à Nantes, ce n'est pas la même chose. Si tu habites en altitude, ce n'est pas la même chose non plus. Par contre, là où on ne peut pas savoir le retour sur investissement, le gros facteur, c'est le prix de l'augmentation de l'énergie. C'est quand même le sujet du moment. D'habitude, l'énergie, elle augmente à peu près de 4%. Là, vous avez vu 6 pour l'électricité. Et en fait, vous avez compris que le jour où Vladilou, il ne voudra plus nous exporter du gaz, ou qu'il y aura des émeutes dans les pays du Golfe. Alors moi, ce que je dis, par contre, l'enjeu le plus important, c'est de faire la rénovation tout de suite, maintenant. Et pas d'attendre. Parce que pourquoi? Là, pour l'instant, il y a des aides. Et ça, c'est important. Moi, par exemple, sur mon immeuble qu'on rénove, Nantes Métropole nous a aidé à hauteur de 30% sur nos travaux si on arrivait au niveau BBC Rénovation 2009. Donc en gros, ils nous ont donné 100 000 €. S'ils ne nous avaient pas donné ça, on aurait vraiment investi que 200 000, c'était notre potentiel d'investissement. Mes parents, on a rénové leur maison. La première année, on a isolé la toiture. On a mis 30 cm de laine métisse, qui est un isolant fait à partir de vieux vêtements. Là, l'année suivante, ils avaient fait à peu près 27% d'économie d'énergie. On n'en est pas très loin. Et l'investissement était de l'ordre de 4 000 € à peu près, si je compte la main-d'œuvre. Et puis, 2 ans après,
on a fait une isolation thermique par l'extérieur en fibre de bois avec un bardage, dans un lotissement des années 70. Elle dénote un peu la maison du coup. Alors, mes parents, ils ont donc investi 22 000 euros. Alors, ils ont eu 0 € de subvention, ils sont trop riches. Et puis, du coup, là, ils sont arrivés à faire à peu près au total 45% d'économie d'énergie. Ouais, mais si on les avait fait estimer, avec tous les travaux qu'ils ont faits, ils auraient dû être à peu près à 75. C'est quoi qui a dérapé? Déjà, bon, eux, ils ont eu de la chance d'être en retraite à 60 ans. Donc, ils chauffent de 6 heures à 22 heures. Alors qu'avant, ils régulaient en fonction de leur présence à la maison. Donc, c'est pour ça qu'on a du mal à comparer. Et en plus, ils chauffent à 21. Alors, vous savez que si vous baissez d'1 degré, c'est à peu près 7% d'économie d'énergie. Alors, moi, je milite, mais bon, vous voyez, je leur ai dit, de temps en temps, tu mets un pull, papa, tu vois. Donc, c'est pour ça que tout ça, ça reste des estimations et qu'en fait, il y a plein de facteurs qui vont pouvoir interagir avec ça, quoi. Voilà. Là, il y a un truc de fou en ce moment. C'est que je me suis lancé dans une tournée. Et là, demain, je pars pour Marseille. Et puis là, j'arrive de Verdun. Et vous savez quoi, le 31 mai, ils ont sorti l'album Blues. L'album Blues de Rory Gallagher. Un triple CD. Et vous savez où il les a enregistrés? À Chicago. Dans le studio où il y avait Muddy Waters. Vous savez? Tin, 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 tin. Oh yeah! Alors là, moi, je kiffe à fond. Là, je me le mets là. Oh, j'écoute ça dans la voiture. Ouh, ça blues à mort. Oh yeah! Ouais, mais bon, c'est bon, ton blues, on a compris. Mais arrête, toi, t'es encore shooté à la polyuréthane ou quoi, là? Tu vois, faut arrêter, quoi. Ouais, mais moi, je sais pas si je dois faire une ITI ou une ITE. Mais fais preuve de pédagogie avec le public. Oui, une isolation intérieure. Isolation thermique par l'intérieur, isolation thermique par l'extérieur. En fait, ce que je vous ai pas dit, les petits cochons, c'est que c'est des experts de l'isolation. Alors, comme vous êtes des experts de l'isolation, peut-être vous allez pouvoir expliquer à nos deux petits cochons les avantages et les inconvénients de l'isolation thermique par l'intérieur et de l'isolation thermique par l'extérieur. Moi, ce que j'adore dans ce moment-là de la conférence, c'est que moi, je me fais une pause, quoi. Alors, cher public, est-ce que vous pouvez aider les petits cochons en leur disant les avantages et les inconvénients de l'isolation thermique par l'intérieur ou par l'extérieur? Par l'extérieur, il y a plus de thermique. Ouais. C'est un plus, on est d'accord. Si je me permets de te tutoyer, est-ce que tu peux... Attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est un pont thermique? Vous êtes tous des vrais experts ou vous êtes timides? Il y en a qu'un qui a levé la main pour la carte Cro-Blanc. Peut-être juste, tu peux nous expliquer? D'accord. Ouais, vous avez bien compris ce qu'était un pont thermique. C'est bon. Je ne demande pas à la dame d'expliquer. Des fois, des termes comme ça, c'est un peu des gros mots. Moi, je les utilise, mais bon. En gros, c'est un flux d'énergie qui passe dans un élément de la paroi. Voilà. Donc, un élément souvent plus conducteur de la maçonnerie. Moi, j'ai un exemple. Souvent, je dis, est-ce que vous savez où est-ce qu'on sait qu'il y a un pont thermique dans un immeuble? Souvent, c'est où il y a la zone qui est moisie, là. Vous voyez, à l'étage, là, dans le coin ou dans l'angle. C'est là que ça moisit, parce qu'il y a un choc thermique, quoi, en gros, qui se passe. Ouais. Alors, des avantages, des inconvénients. Alors, si, quand même, une petite subtilité, c'est que les avantages de l'un, souvent, sont les inconvénients de l'autre. Là, par exemple, l'isolation par l'intérieur, un grand choix des années 70. Ouais. Ça crée des ponts thermiques. Ok, avantage, inconvénient? La place. Ouais, alors là, on gagne, on garde la surface ici. Ce qui fait que ça devient un autre défaut. Isolé par l'intérieur, on va perdre de la surface habitable. Comment? Alors, c'est un avantage, un inconvénient?
Pour l'ITE, hein, pour l'ITE. Ouais. Alors, ah oui, il est très beau en plus, avec un beau bardage bois et tout là. Et d'ailleurs, là, dans Cacher l'existant, il y a, il y a des ennemis en fait de ça. C'est les. Vous voyez en ce moment, il y a 15 jours, je jouais à Lille. ABF, ça ne veut pas dire architecte des bâtiments de France, ça veut dire avec beaucoup de frites. Est-ce qu'il y a des architectes des bâtiments de France ici dans la salle? Non, parce que pour l'instant, avec ma première conférence qui fait la promotion de la construction paille, des biosourcés, je ne me suis pas fait tuer par les FNSEA. Hein, alors bon, là, je m'attaque un peu aux architectes des bâtiments de France, donc c'est une corporation assez spéciale. Voilà, j'ai pas envie non plus de mourir avant d'écouter la fin de l'album blues de Rory, quoi, tu vois. Et... Allez-y les gars, bientôt il n'y en aura plus, hein. Les architectes des bâtiments de France, ils sont là pour garantir qu'on ne va pas toucher à l'architecture. Par exemple, il y a un site classé, vous n'aurez pas le droit de mettre des fenêtres en PVC, ou vous n'aurez pas le droit de mettre un bardage. Alors, hein? Ouais, alors bon, oui, puis tu vois, en plus, en ce moment, là, on respire du plomb là-bas en plus, et ça, par contre, ça ne les dérange pas. Non, pardon, excusez-moi, je n'arrête pas de déraper. Moi. Oui, bah alors là, Notre-Dame, tu vois. Bah, Notre-Dame, par exemple, tu ne vas pas reconstruire un toit juste, tu vois, en volige, quoi. Tu vois. On va vouloir faire une belle flèche, quoi, tu vois, bon, par exemple. Moi, je prends souvent le cas de dire, OK, bah voilà, la cathédrale, elle est belle, tout ça. Bon, mettre un bardage bois, OK, ça cache l'architecture, pourquoi pas, et tout. Mais quand même, les architectes des bâtiments de France, à un moment, ils interdisent aussi genre de mettre des panneaux solaires. C'est vrai que quand tu regardes, tu vas d'abord dire, ah ouais, c'est vrai, c'est pas beau un panneau solaire, quoi. Tu ne vas pas pouvoir profiter de la vue. Moi, je suis assez gêné par rapport à ça. Et c'est des freins, des fois. Et c'est des freins à la transition énergétique. Et à l'heure actuelle, on n'a pas lancé le grand tribunal de la transition énergétique. Celui qui condamnera les gens pour entrave à la transition énergétique. Moi, j'ai un problème en ce moment. J'ai un problème qu'on n'a pas évoqué, c'est un des moins aussi ici. C'est les débords sur la voie publique ou les débords chez les privés. Nous, en ce moment, on est bloqué. Parce qu'à droite de mon immeuble, il y a un nouvel immeuble qui vient de se construire et notre syndic, il a lancé les travaux sans avoir signé un papier avec le promoteur pour qu'on vienne isoler par l'extérieur sur leur toiture, quoi. Et le promoteur, il y a 6 mois, il a dit « Bah écoutez, moi, ça ne me regarde pas, vous verrez ça avec la copropriété. » Sauf que la copropriété, pour l'instant, comme il y a eu des retards dans le travaux, hein, et bah, du coup, bah, ça bloque. La blague. Vous savez, le thermicien, il a recalculé. Et si on n'isole pas le pignon, on est à 88,1 kWh par mètre carré par an. Et la subvention de Nantes Métropole, il faut être à 88. 0,1 kWh égale 100 000 euros. Hein. D'autres, alors là, bah, je vous les ai dit, hein, voie privée ou voie voisinage. D'autres? Vous avez le droit de dire des bêtises aussi. Hein. Hein? Ouais. Dans les moins, là. Règlement. Alors, je le mets là, mais je pourrais le mettre un peu ici. Parce qu'en fait, c'est vrai et c'est faux. C'est un peu comme l'histoire de mon petit cochon, là. L'inertie, elle est intéressante pour des bâtiments à usage, je vais qualifier de permanent ou quotidien. Ça veut dire qu'une salle associative, par exemple, qui est utilisée peut-être 2 fois dans la semaine, bah là, on aurait plutôt intérêt à isoler par l'intérieur pour que ça monte vite en température. Et puis après, si ça redescend vite, c'est pas grave, elle a été utilisée 1 heure, on l'a vite fait chauffer. Alors qu'une maison ou un bâtiment qu'on va utiliser tout le temps, là, on va chercher à profiter de l'inertie. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est l'inertie et de profiter de l'inertie? Ah, monsieur, vous pouvez expliquer rapidement Par l'extérieur. Si vous isolez par
l'été. Et c'est le contraire l'hiver. Donc voilà, donc cette inertie-là reste toujours présente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... l'air extérieur joue moins sur la chaleur qui passe. Voilà. On va dire ça. Ok. Alors, moi, je vais compléter différemment aussi. Par exemple, en hiver, quand vous chauffez, il y a une partie qui va chauffer l'air et une partie qui va aller se mettre dans les murs. Et quand la température elle va être coupée, bah, au lieu de redescendre assez rapidement, bah, du coup, les murs vont en restituer une partie. C'est pour ça que souvent, quand on isole par l'extérieur, la température de chauffe, elle est plutôt lissée comme ça. Alors que si vous n'avez pas d'inertie, bon, la tente est un très très bon exemple. Hein, vous savez, vous avez froid la nuit et dès qu'il est 10 heures que le soleil tape dessus, vous mourrez de chaud. Ça, c'est vraiment oui, bah, les tentes, souvent, vous savez où on les achète, hein, chez Loucathlon. Hein. Je vous fais un peu de pub, monsieur Merlin. D'autres avantages, inconvénients? Hein? Le prix. Alors, vas-y, précise. C'est vrai. C'est pas un avantage. Oui, mais vous avez mis que des inconvénients. Alors là, je vais mettre pas cher. Ça vous va? Je vous avais dit que c'était des experts, les gars. C'est chez Louclair, ouais. C'est vrai, c'est moins cher. Ouais, c'est moins cher. Comment? Oh, mais je t'avais dit que c'était des experts. J'ai mis au bon endroit. Hein. Je n'ai pas mon casque, des fois je doute un peu. Ça, c'est vrai que c'est un avantage. Hein. Alors, en rénovation, l'enjeu va être aussi, ça dépend l'âge de la maison, mais des fois, potentiellement, vous avez une maison qui est vieille, on dit que l'électricité, elle est dans le jus, quoi. Ouais, hein, elle est bien vieille. Ou que les tuyaux de chauffage, bon, il faudrait penser à repasser ça. Il y a l'histoire aussi souvent de la double cloison en brique avec la lame d'air. Vous savez, pour 1 € chez Totalou, on vous proposerait de remplir ça de billes de polystyrène. Moi, je vous conseillerais plutôt, c'est un peu plus fastidieux, mais c'est tout casser. Et puis de refaire une vraie ITI à la limite, voilà, pour répondre à ça. Parce que déjà, bon, insuffler des billes, on pourrait mettre des billes de liège, hein, un peu mieux. Mais en fait, le risque, c'est que demain, vous revendez votre maison et vous n'avez pas dit ça au futur proprio. Tu vois. Il va faire un trou à un moment pour mettre une nouvelle prise. Et il y a un autre problème, c'est que ces contre-cloisons en briques, souvent, elles étaient montées avec des plots en plâtre, avec des gaines qui passent un peu derrière. Voilà. Hein? Ah, ça fait des ponts thermiques, ouais. Voilà. D'autres? Avec l'ITE? Il m'embête avec ça. Alors, pour corriger ça, on peut faire des ouvertures un peu comme ça. C'est vrai que c'est un désavantage. Moi, là, techniquement, on a mis 18 cm de laine de loup. Alors, j'ai gagné. Hein. J'ai gagné un combat quand même. Ouais, ça gratte un peu la laine de loup. Alors, c'est de la laine de roche. C'est moins pire que la laine de loup. Bah, l'autre, de verre. Mais j'ai gagné une bataille. J'ai gagné une vraie bataille parce que vous rigolez. Hein, vous faites... J'aurais pu avoir du polystyrène à la place. Et je peux vous dire que c'est pas beau. Et vous savez comment ça s'est passé? En fait, je suis rentré dans le conseil syndical. Et au début, je suis passé pour un gros babacool. Hein. Je voulais faire un composteur, quoi. Tu vois. Puis après, comme je suis un gros vilain babacool hippie, tu vois, avec des grosses rouflaquettes, là, tu vois, j'ai fait un jardin collectif, quoi, tu vois, avec mes voisins, quoi. Puis à un moment, moi, je leur ai expliqué, j'ai pris des prises de parole comme ça à l'AG en disant, vous savez, bientôt, la rénovation, ce sera obligatoire, ce sera plus subventionné, et là, quand on devra faire le ravalement de façade, eh ben, faudra qu'on sorte la planche à billets. Ils me disent, ouais. 3 ans après, il y a une loi, mars 2017, l'obligation d'isoler. À partir du moment où vous touchez à une façade, à un ravalement de façade, si vous touchez à plus de 50% de la surface, vous êtes obligé d'isoler au niveau de la réglementation thermique 2005. Il faut oublier qu'il faut plutôt aller voir doubler les valeurs hein, pour essayer de simplifier.
là, on a encore le crédit d'impôt à la transition énergétique. Alors, il y a une étude qui est sortie dernièrement, il y a 16% des Français qui savent qu'ils peuvent avoir des aides. Alors, les 84 autres pourcents, il faut peut-être continuer à les harceler au téléphone. Bon. Et du coup, là, on a fait un audit énergétique. Et l'audit énergétique, après, on a rencontré le maître d'œuvre, quoi. Le maître d'œuvre, il est arrivé, vous voyez, sur un bâtiment comme ça, on va mettre 14 cm de polystyrène. Comment? J'ai dit non. Vous savez, déjà, on va commencer, comme on a une toiture plate, on va commencer par mettre une vraie toiture en pente dessus, parce que les toitures plates, c'est une horreur. Et ça, les collectivités, souvent, elles sont bien placées pour le savoir. Hein, l'entretien d'une toiture plate, c'est une vraie horreur. Hein, ça peut gondoler, ça peut faire des fuites. Ouais. Mettre une toiture. Après, la toiture, une fois qu'on l'a mis, là, on peut mettre tout l'isolant qu'on veut. Puis je leur ai dit, mais pourquoi on n'isolerait pas avec des bottes de paille? Oh, en ville, tu vois, des bottes de paille. Puis un bardage, quoi. Alors, après, là, je me suis battu contre les anciens. Ouais, au bout de la rue, t'as qu'à aller voir les bardages, là, c'est gris, c'est pourri, quoi. Bon, un bois, ça patine, hein, ça va transformer sa couleur, mais c'est pas pour ça qu'il pourrit, quoi. Tu vois. Alors, quand je dis que j'ai gagné un peu, c'est qu'en fait, on est passé des 14 cm de polystyrène prescrit de base, parce que quand même, des fois, il y a des gens de bureau d'études, là, je vais me faire taper dessus. Des fois, ils ont juste envie de faire copier-coller, voilà, de ce qu'ils savent faire et pas chercher à réfléchir, à écouter ce qu'on leur dit. C'est bon, j'ai peur, parce que des fois, après, ils vont me remplir le gosier de bouille de polystyrène, tu vois, ou ils vont le brûler sous mon nez, parce que le polystyrène, quand même, c'est un neurotoxique hein, quand ça brûle. Hein. Bon, voilà, le neurotoxique, ça te fiche comme ça. Alors, moi, c'est pour ça que je dis que j'ai gagné en partie. Ouais. Vous en avez d'autres? C'est un avantage, ça? Viens habiter chez moi en ce moment. Moi, cette conférence, je l'ai créée au son des Et moi, je suis intermittent du spectacle, je me lève pas à 8h comme vous pour aller bosser. Non, moi, je me lève à 10h, 10h30, 11h, tu vois, quoi. Et là, tous les matins, et vas-y, je vais te couper les appuis de fenêtre. C'est l'intermittent, là, qui joue de la guitare. Et puis là, tous les matins, les chevilles rosaces, tu vois. J'en peux plus, je suis hyper content d'être en tournée, tu vois. Alors le site occupé, moi ça je disais aux collectivités en formation, c'est super, vous pouvez faire ça en site occupé, bon, faut quand même protéger pour pas que les gamins ils aillent jouer dans l'école et tout, et puis bon, bah, quand même quand c'est les épreuves du bac, voilà, si les profs ils font pas grève, bon bah du coup tu peux, tu vois, isoler, tu vois, en site occupé quoi. Bon, finalement, j'en suis un peu revenu quoi, parce que ça fait quand même du bruit. Hein. Et les petits coups. Il y en a d'autres? Vous en avez? Ça dure plus longtemps, les travaux. Comment? Quand on est en site occupé, ça dure plus longtemps. Quand on est en site occupé, ça dure plus longtemps. Pour la sécurité des employés. Ouais. Peut-être. Ça dépend, des fois, si on a les menuiseries extérieures à changer en même temps, Ouais. on peut venir avec un mur de tout terminé, et ça va super vite et ça fait. Ouais, je suis assez partagé avec ça. Et en fait, en construction bois, il y a ce qu'on va appeler le mix bois-béton, ou en fait du préfabriqué béton avec des murs qui arrivent, où ça va vraiment assez vite. Alors en réno, c'est un peu moins vrai, en neuf, c'est un peu plus vrai, parce que du coup, en neuf, ça va un peu plus vite. Des fois, c'est des histoires de tolérance entre la maçonnerie et la menuiserie. Il y a des maçons? Parce que souvent, on dit que le maçon, il travaille au centimètre et le charpentier au millimètre, quoi. Donc, ça peut créer des problèmes. Mais on peut avoir des techniques où ça va vraiment très, très, très vite aussi, parce qu'en fait, le temps qui est passé, il est passé à l'atelier et pas sur chantier. Alors que là, nous, en isolation thermique par l'extérieur enduite, bah, ils font tout sur place. D'ailleurs, en parlant de temps, vous savez, j'ai un théorème sur la rénovation. C'est le théorème du lapin-carotte. Lapin-carotte, c'est le président de la compagnie des frères Lepropre. C'est un de mes plus vieux copains. Et alors au début, je l'appelais mon lapin, et puis un jour mon petit rabbit cup même des fois. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je l'appelais lapin-carotte. Lapin-carotte, il a un théorème. Il dit que quand tu commences une rénovation, tu as du temps
et un budget. Jusqu'ici, ça va. Hein, je ne mets pas le casque, c'est bon, vous comprenez tout. Hein. Du temps et un budget. Le théorème du lapin-carotte dit que tu vas doubler soit le temps, soit le budget. Ça, je regarde, c'est des gens qui ont fait de la réno, ils rigolent, ils se disent « ouais, ouais ». Et il y a un corollaire, hein. Ouais. C'est que tu peux doubler les deux. Mais généralement, quand tu doubles les deux, c'est là que tu tombes dans le blues de la rénovation. Tu tombes dans le blues de la réno parce que ton couple, il peut se séparer. Ou tu vas devoir manger un petit peu plus de pommes de terre, quoi. Tu vois? Et donc, du coup, ça, moi, je pense que les gens qui se lancent dans la rénovation, on devrait les accompagner presque psychologiquement, quoi, en leur disant, si tu pars dans une réno, sois bien conscient que ça ne va pas se passer comme tu le penses. Moi, je me suis bien marré l'autre jour sur le chantier. Je disais, ouais, les gars, hein, ça devait être fini en juin. Normalement en octobre et tout. Il dit non, sur le chantier, t'inquiète pas, tu vas voir, fin juillet, c'est fini. Ouais, je les attends. Au revoir. Ouais, mais super formateur, c'est quoi les techniques, les systèmes constructifs? Parce que ça, c'est que de la théorie. Moi, j'aimerais savoir combien ça va me coûter, qu'est-ce que je dois faire. Tu calmes, on y arrive. Super formateur. Voilà, alors. Merci Rory. Ici, je vous ai mis les 3 solutions d'isolation les plus courantes en rénovation. L'isolation par l'extérieur en polystyrène enduite, l'isolation en laine de loup sous bardage et l'isolation en laine de loup avec une plaque de plouco. Ça va? Ah mais super formateur, tu te moques de nous on te fait venir parce qu'on a vu le mensonge des 3 petits cochons et puis les biosourcés. Non mais vous n'allez pas vous mettre comme lui, j'y arrive, mais il faut quand même comparer l'ensemble. Oui mais nous on veut faire une isolation en paille ou en bois. Oui mais attends. Vous êtes fatigants les petits cochons parce que moi j'étais venu comme ça, avec plaisir, quoi, au Zénith, avec tous les amis experts en isolation et puis vous, voilà, non, ça va pas quoi. Laissez-moi faire un petit peu. Alors, vous les experts, tout à l'heure, vous avez dit que l'isolation la moins chère c'était l'ITI, hein, c'est ça, hein? Bon, vous avez raison. C'est à peu près 50 € du mètre carré hors taxe pour la solution du grand méchant loup. Alors là, vous avez vu, j'ai agrandi un peu la barre. Si on faisait du choix de passer en laine de bois, par exemple, ou avec une laine de chanvre, ou avec potentiellement des bottes de paille, où on pourrait imaginer d'autres styles d'isolants, alors des fois, ça pourrait coûter un peu moins cher, ou des fois, ça pourrait coûter plus cher. Vous pouvez aussi mettre du Fermacell à la place du plouco. Donc c'est pour ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée, en fonction des solutions que vous allez choisir, on pourrait monter avec des solutions un petit peu plus écologiques à 90 €. C'est lequel le plus cher? Ouais. Alors, moi, pour cette technique-là, j'aimerais bien donner des coûts hors bardage. Vous savez que je donne plutôt des formations pour les collectivités territoriales. Et les collectivités territoriales, elles aiment bien les panneaux en composite. Vous savez, les panneaux là, où c'est anti-tag, c'est anti-rayure. C'est vachement durable. Mais ça vaut 70, 80, 100 € du mètre carré. D'ailleurs, c'est très drôle, je suis intervenu pendant 2 ans sur la ville du Mans et il y a une des économistes techniques de la construction qui m'a dit si on continue comme ça, la ville du Mans ne s'appellera plus Le Mans, s'appellera Trespa. Trespa, c'est une marque de panneaux composites. Donc, cette technique-là, j'aimerais en parler en coût hors bardage. Parce qu'un bon vieux bardage en Douglas, par exemple, c'est 25 € du mètre carré approximativement. Après, ça dépend de la quantité que tu veux en commander et puis dans quelle région tu habites. Et d'ailleurs, moi, je suis un fervent défenseur de mettre, vous voyez, des lames de 25 mm là, tu vois, 25 mm. Parce qu'un bardage, ça perd à peu près 1 mm tous les 10 ans.
Ça veut dire qu'au bout d'un siècle, il te restera encore 15 mm de bois. Bon, ça, il faudrait que ce soit purgé d'aubier. Hein. Et puis, je le poserai à la verticale. Et brut de sciage, alors, moins de transformation. Et puis, les petits poils de bois, les petits éclis, là, ça fait perler l'eau. Alors, comme ça fait perler l'eau, bah, ça pénètre moins dans le bois, donc le bois, il dure plus longtemps. Et puis, à la verticale, ça coule. Et puis, à couvre-joint. Comme ça, c'est encore plus simple. Quand tu as une lame qui ne va pas bien, clac, un petit coup de pied de biche, tu enlèves, tu remets. Et puis, la lame, après, elle va griser, elle va noircir. Est-ce que c'est grave, quoi? Donc, cette solution-là, on va la garder en tête. Hein. On est à peu près à 150 € quand on est dans la solution du grand méchant loup. Et après, on peut arriver à 300 ou 400 €. Hein. Ça dépend. Hein. Vous pouvez faire des bardages en zinc. Je ne sais pas, chez Vladilou, par exemple, il pourrait faire des bardages en or platine, tu vois. Bon, on pourrait y aller, quoi. On pourrait, hein. Ouais, c'est des vieux restes de Ceausescu, ça. Bon, excusez-moi. Et puis, bah, cette solution-là, en polystyrène, c'est à peu près 100 € du mètre carré. On est hors taxe. Alors, les chiffres varient un peu en fonction des régions. Et puis, ils vont varier aussi en fonction, par exemple, si on parle d'étage, bah, plus vous allez monter, plus ça va coûter cher parce qu'il y a de la logistique d'échafaudage. Bien souvent, on s'arrête là. On s'arrête à et combien ça va me coûter. Moi, j'ai inscrit d'autres composantes. Ce qu'on va appeler l'énergie grise. L'énergie grise, c'est tout ce qu'il va falloir comme énergie tout au long du cycle de vie de la production des produits, de son installation et de sa fin de vie. Donc, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Alors, cette barre bleue, là, c'est des kilowattheures. Vous savez, les kilowattheures, c'est ce que vous payez à la fin du mois chez Enercop. Là, il n'y a pas d'augmentation de 5,9% en ce moment. Hein. Non, excusez-moi, c'est une blague. Je devrais défendre l'UDF. Excusez-moi. C'est qui consomme le plus d'énergie à sa fabrication sur le cycle de vie? Ouais, polystyrène. Alors après, c'est celui-là. Alors ça, c'est la laine de loup. Hein. Et puis ici, c'est à peu près cette consommation. Ouais, mais là, il y a une alternative. Bon, il y en a deux. C'est le liège, mais ça coûte cher. Et puis, la disponibilité est un peu moindre. Moi, le liège, je le dis vraiment, gardez-le pour le mettre au sol. C'est l'alternative au sol du polystyrène. L'alternative ici technique, c'est la fibre de bois dur. Alors, la laine de bois, c'est quelque chose qui est un petit peu moins dense, qu'on va plutôt utiliser dans cette technique-là ou dans cette technique-là, et l'autre, on va devoir l'enduire. Ce n'est pas le matériau le plus écolo, hein, parce qu'il rentre aussi dans le système thermo-industriel. Hein, il va bien falloir triturer le bois, le réagglomérer, mais quand même, ça donne à peu près ça. Donc là, on voit qu'en passant sur une laine de bois, plutôt isolée et plutôt enduite aussi avec de la chaux, on va avoir à peu près un quart d'économie d'énergie sur le cycle de vie. Alors tout ça, c'est peut-être des broutilles, hein, mais vous savez que la future réglementation thermique qui est dans les tuyaux, elle est censée s'appeler réglementation thermique et environnementale. Prendre en compte l'impact des matériaux et aussi, donc énergétique, mais aussi d'un point de vue carbone, stockage ou en tout cas d'émettre peu de dioxyde de carbone. Oui, parce qu'en fait, ça, la barre rouge, c'est pour le polystyrène, ses émissions en équivalent dioxyde de carbone. Vous savez, le vilain accusé du réchauffement climatique. Si vous passiez en fibre de bois, vous diviseriez presque par 2 les émissions de gaz à effet de serre. Alors, j'ai fait cette petite étude avec un logiciel qui s'appelle Cocon, qui est un logiciel en ligne démo gratuite avec une base de données qui est fermée quand on est en démo. Voilà, je n'avais pas spécialement envie d'acheter. Et vous voyez qu'on a à peu près cette tendance de manière générale, c'est que l'utilisation des matériaux biosourcés fait baisser la consommation d'énergie. Et là, il y a une vraie subtilité sur... C'est pour ça que j'aime cette solution, c'est qu'elle est plutôt stockeuse de dioxyde de carbone. Un petit peu. Parce que le bois et les matériaux naturels, ou les végétaux du moins, quand ils poussent, ils stockent du dioxyde de carbone.
Alors, en fin de vie, il faut éviter de les brûler, hein, on est d'accord, parce qu'il va réémettre son dioxyde de carbone. Mais ça, c'est un des gros avantages des biosourcés. Et puis, pour finir, ici, si je remplaçais, alors pour le calcul ici, et ici, j'ai remplacé la laine de loup par la laine chanvre et lin. Et ce n'est pas ceux qui consomment le moins d'énergie, hein, tout cela. Et puis ici, je n'ai pas voulu vous mentir. Finalement, entre de la laine de loup ou de la laine de chanvre, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, la différence était presque ridicule. C'est pour ça que je ne voulais pas vous mentir. Le gros enjeu, en fait, ici, c'est le rail métallique. Ouais. La transformation de l'acier. L'acier, il émet à peu près 9% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. La production, on va dire, des métaux. Donc l'enjeu, il est assez fort. Et du coup, dernièrement, je suis tombé sur un petit comparatif. Là. Il disait en fait qu'en gros, là, en 2020, on va arriver à peu près à 10% du marché de l'isolation, c'est les biosourcés. 10%. Il y a 10 ans, c'était... Donc je peux vous dire que Saint-Goulou Distribution, ils viennent racheter Isonat, par exemple. La Soprema, qui est une autre grosse boîte, c'est d'ailleurs eux qui font les travaux d'isolation chez nous, ils ont racheté Pavatex. Alors la question, c'est de savoir est-ce qu'ils feront toujours de la laine de loup ou un jour ils feront de la laine de bois. Et ces petites broutilles-là, ces petites économies d'énergie, il a été estimé par Caribati qu'en gros, le fait de faire des biosourcés, cette évolution du marché des biosourcés en France, il permettrait, en gros, en théorie, en termes de calcul, si on faisait de l'isolation biosourcée, ce que ça fait économiser en économie d'énergie, là, les petites économies d'énergie, mis bout à bout des 10%, c'est une centrale au charbon qu'on arrête. Par an, hein, du coup. Et puis ça, là, les petites broutilles, là, les petits stockages de dioxyde de carbone, vous savez, en économie de CO2, c'est 425 000 Paris-New York en avion économisé. Voilà, pour vous donner à peu près des ordres d'idées. Alors, les petits cochons, vous en pensez quoi de tout ça? Ça vous a permis d'avoir une vue d'ensemble? Ah ouais, super formateur, c'était super, excuse-moi, mais c'était vraiment super. Tu vois, il fallait juste attendre un petit peu, mais tu vois, bon, tu peux avoir un peu le blues de temps en temps. Moi, je suis classe. Oui, ok, j'ai compris. Tu veux faire quoi alors? Bah moi, j'ai pris une grande décision. Je vais me mettre en disponibilité. Et puis, je crois que je retournerai peut-être plus chez Loufarge. Et puis, je crois qu'on va isoler la maison avec peut-être des bottes de paille et puis du bois, quoi. Bah ça, c'est une bonne idée, quoi. Ouais, parce que cette technique-là, par exemple, on pourrait isoler avec des bottes de paille aussi. Alors, ici, la botte de paille, ça vous parle, quoi. Et moi, demain, là, je descends à Marseille, je leur parlerai pas trop de bottes de paille, je leur parlerai peut-être de paille de riz ou de paille de lavande, par exemple. Mais en tout cas, il y a des solutions locales qui existent. Et moi, quand je défends les biosourcés, je défends les biosourcés locaux et pas locaux. Hein. Ouais, alors moi, du coup, cette année, c'est trop cool, je suis sur les chantiers, je cloue du bardage, alors, c'est super, là, avec la Sapo, Cochon Bois Construction, nous, on va se lancer dans une isolation thermique par l'extérieur avec un bardage. Ouais, les frérots, c'est trop cool, parce que moi, l'année dernière, j'ai semé plein de chanvre indiens. Non, faut pas dire ça, c'est du chanvre textile. Non, c'est de l'Inde, non. Et plein de blé aussi. Oui, voilà, c'est bien, du blé. Oui, plein de sortes de variétés de blé, des variétés anciennes, tout ça. Mais pas le chanvre indien. Oui. Alors du coup, nous, on a plein de paille. Alors du coup, on va pouvoir isoler comme ça. Vous voyez, c'est bien. Après, il y aurait pu avoir d'autres solutions. Hein. Faut pas non plus tomber dans la monoculture, quoi. Hein. Ouais, je me permets. Quand même, monsieur Merlin, vous pourriez frapper avant de... Oui, mais moi, je suis courant qu'ici, qu'il n'y a qu'une personne qui a une carte Cro-Blanc, donc je me permets de rentrer. J'ai tout entendu, super formateur. J'ai tout entendu et j'ai tout compris. Si je veux faire survivre mon économie de marché, il va falloir que... J'ai réfléchi. Pour la faire survivre, j'ai vraiment réfléchi. Je vais faire la marque Écolou. Si, des matériaux 100% local et 100% biosourcés. Mais c'est bien. Mais oui, alors, du coup, on a décidé de créer encore plein de grandes surfaces de bricolage pour développer. Et puis d'ailleurs, on aimerait savoir si vous voudriez venir travailler pour nous, on vous proposerait 20 000 € par mois.
Mais non, mais... oui, alors, 20 000 euros par... Oui, mais je ne gagne même pas ça à l'année. Non, mais vous voyez quand même, 20 000 euros, quoi. Bon, et puis, on vous expliquera comment habiter en Belgique. Ah, ça, par contre, ça m'intéresse. Oui, alors, bon. Non, Monsieur Merlin, excusez-moi, mais en fait, moi, je me dis qu'il faut peut-être revenir, vous voyez, à des échelles un petit peu plus locales, peut-être travailler en coopérative, développer des emplois locaux. Oh, mais... Non, non, mais moi, je ne suis pas partisan de vous aider dans votre dynamique-là. Par contre, si vous voulez vraiment que je vous aide, je peux le faire gratuitement et je peux vous expliquer un petit peu comment il faudrait revenir à une échelle plus locale et arrêter de bitumer tous les alentours des villes, quoi. Oui, oui, j'ai compris. Je reviendrai pas. Alors, on ne sait pas si c'est une faim de loup, mais en tout cas, on sait que eux, ils ont une faim de loup. Alors, en fait, les petits cochons, j'avais composé une petite blouse de la rénovation, quoi, un petit truc pour finir ensemble, quoi. Ça vous dit? Oh ouais, super formateur, vas-y, fais péter la musique, ouais, vas-y. Et vous voulez le blues de la rénovation là? Comment? Alors, c'est un morceau composé qu'avec des intros. Ça vous va? Oh yeah. I got the blues. I got the blues. Oh yeah, I got the blues. Moi, j'ai vraiment le blues. J'ai vraiment le blues quand je vois que ça fait 40 ans qu'on nous dit que la société thermo-industrielle, elle va s'effondrer. On a plein de preuves de ça. Et puis, du coup, moi, j'ai vraiment le blues quand j'entends qu'on a attendu plus de 40 ans pour faire enfin à peu près des bâtiments performants dans le neuf, mais que du coup, on a laissé complètement la réno de côté. Moi, ça me fout vraiment le blues, parce que ça, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre des problèmes de santé, parce qu'il y a des moisissures dans les bâtiments. Ça engendre aussi de la précarité énergétique. Ça veut dire qu'il y a des gens, eux, ils ne pourront jamais rénover parce qu'ils n'ont pas d'argent et ils ne pourront pas investir plus tard parce que du coup, ils n'en ont déjà pas maintenant et que eux, au moins, ils se chauffent au pull. Alors moi, vous voyez, ça me fout le blues, quoi. I got the blues, I got the blues. Moi j'ai vraiment le blues quand je sais que c'est encore les loups qui décident pour nous. C'est bien les loups qui influent sur des décisions politiques. C'est bien les loups qui influent et qui décident encore pour nous. Et puis, moi, ça me fout vraiment le blues, j'ai vraiment le blues de la rénovation quand je sais que les loups, ils désinforment. Ils continuent à nous désinformer et dans tous les secteurs, ils nous ont désinformés sur le tabac, ils nous ont désinformés sur les pesticides et du coup, ils nous désinforment sur les matériaux dans le bâtiment.
Vous connaissez tous l'amiante, vous connaissez tous le scandale que ça a fait. Vous savez qu'il y a des procès en cours contre Saint-Gobain pour avoir retardé de plus de 25 ans l'interdiction de l'amiante. Alors, moi, je me dis, ça me fout vraiment le blues. Et j'ai vraiment le blues quand je sais que les loups, ils continuent à différer les lois. Et là, moi, je pense que le prochain scandale dans le bâtiment, et il n'y a pas que moi qui le pense, ce sera la laine de loup. Vous savez, la laine de verre, elle a été classée par l'Organisation mondiale de la santé en 1987 comme potentiellement cancérigène pour l'homme. Et bizarrement, en 2001, on l'a complètement enlevé de ça. Maintenant, à la limite, c'est marqué sur les laines de verre, la laine G3 de ces Saint-Gobain, c'est marqué laine santé dessus. Alors moi, ça me fout le blues. Mais par contre, comme j'écoute pas que du blues, et que aussi j'ai écouté dans ma jeunesse Bob Marley, je pense qu'on peut aussi garder quelques notes positives. Ouh yeah, ouh yeah. I got the positive vibration. Oh yeah, I got the positive vibration. Oh yeah, hey, hey, hey. Moi, je veux garder une note positive vibration parce que je sais que s'engager dans la rénovation tout de suite maintenant, ça va créer de l'emploi. Demain, tu traverseras vraiment la rue et tu en auras de l'emploi dans la rénovation. Parce que si on écoute les experts qui nous disent que si on veut respecter les enjeux, vous savez, de la flop numéro 3, là, celle de 97, le protocole de Kyoto, protocole de pollueur payé, on devrait diviser par 4 en 2050 nos émissions de gaz à effet de serre. Je vous rappelle quand même, si on veut garder la bonne grosse positive vibration, on devrait tout de suite maintenant diviser par 7. Donc du boulot, il y en aurait, vraiment. On devrait rénover 1 million de logements par an et 27 millions de mètres carrés de tertiaire. Donc du boulot, il y en a. On voit que les filières biosourcées, elles créent de l'emploi. En 4 ans, ils ont créé 3500 emplois directs dans l'industrie des biosourcés et à peu près au moins 4000 emplois en tout. Et ça, les gars, là, de chez General Electric, là-bas, à Belfort, peut-être qu'il y a du boulot. Hein, c'est ça qu'il faut imaginer. C'est que nos industries, là, qui vont un moment arrêter de produire parce qu'on n'aura plus de pétrole, on arrêtera peut-être de produire des avions, des voitures, et on produira plus de matériaux biosourcés. Donc là, il faut être positif parce que ça va créer du travail. Et puis, quand on aura fini de rénover, on saura qu'il faudra retourner au champ et puis créer de la... Non, pas ce au champ-là. Au champ, au vrai, quoi, où on creuse là. Et c'est ça qu'il faudra produire, ce sera après produire notre nourriture. Et peut-être que ça va améliorer aussi notre santé, quoi. Alors, gardez en tête qu'on peut avoir le blues de la rénovation, mais qu'avant tout, il faut rester positive vibration. Merci beaucoup. Je me permets d'éteindre l'ampli pour ne pas trop faire chauffer les centrales autour. Pardon, excusez-moi. La conclusion est finie. Je devrais m'arrêter de dire des bêtises. Pardon, excusez-moi. Non, moi, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu au Zénith ce soir. C'était une vraie belle expérience avec vous. On va aller chanter les cigales à partir de demain, Marseille, Toulon, Gap, Briançon. Et puis, du coup, après, je continue cette petite tournée de retour chez moi. Voilà, chez moi un petit peu en dessous, parce que la Vendée, c'est pas chez moi. Moi, je suis de Nantes. C'est la grande Bretagne du Sud, vous voyez bien. Et du coup, je joue aussi à Saint-Nazaire, voilà, d'ici la fin juin. C'était la 5e. Voilà. Moi, je fais partie de la compagnie Les Frères Le Propre. Il y a 4 conférences qui tournent en plus de celle-là. Il y a le mensonge des 3 petits cochons, qui est la conférence initiale sur
plutôt la construction neuve, les matériaux biosourcés et l'épuisement des ressources naturelles. La deuxième, Alibaba et les 40 pollueurs sur les enjeux climat-énergie. La troisième, c'est sur la face cachée du numérique qui joue normalement ici le 4 octobre du côté d'Orléans pour Amnesty International. Et puis mon collègue, il vient d'en sortir une sur l'homme et la nature. Donc voilà, peut-être je vous sors des petits flyers si vous voulez avoir l'adresse. Parce que sur le site Louternet, vous allez retrouver presque toutes les références de tout ça. Voilà, il y a des super diaporamas parce que je suis toujours un super formateur, vous avez compris. Donc, gardez la positive vibration. Merci pour l'accueil.